Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce live sur le storytelling en compagnie de Camille Gillet. Alors, on va démarrer rapidement. Je vais juste vous présenter le groupe Prof en Rédac et mon accompagnement parce qu'il y a pas mal de nouvelles personnes qui sont aujourd'hui présentes sur le live et qui ne sont pas forcément venues au précédent. Donc, en un mot, Prof en Rédac, c'est au départ un groupe que j'ai créé parce que j'étais en contact avec une vingtaine de profs qui se questionnaient sur la reconversion en rédaction web. Et du coup, ça me démultipliait les échanges et la distribution d'informations. Donc, j'ai proposé qu'on crée ce petit groupe Facebook. Au départ, on n'était pas très nombreux, mais aujourd'hui, on est plus de 500. Donc, preuve que cette reconversion intéresse énormément les profs des écoles, les profs de collège, de lycée et même du supérieur. Donc, du coup, je pense que ça me conforte en fait dans le choix que c'était important de faire ce groupe. Et depuis, l'objet du groupe a un peu évolué puisque grâce à mes connaissances, j'ai pu vous apporter pas mal de contenu dans des lives divers et variés et on va continuer toute l'année. J'essaie d'en faire au moins un par mois. Et quand c'est possible, avec des invités de valeur, comme aujourd'hui avec Camille Gillet, que je remercie bien sûr de nous avoir accordé ce temps qui va être très précieux, je pense, pour vous et qui va, par sa spécialité, pouvoir vous apporter des informations que je n'ai pas, puisque moi, je ne fais pas de storytelling. Même si j'ai une connaissance assez claire de ce que ça peut être, je ne pratique pas. Donc, c'est important, je pense, pour vous, de vous ouvrir à cette discipline qui est très particulière, qui n'est pas liée au référencement naturel et qui finalement donc, a ses singularités. Donc voilà, vous savez que je suis disponible sur le groupe. N'hésitez pas à participer, à mettre des commentaires, à poser vos questions parce que j'y passe tous les jours. Donc, j'ai quand même pas mal de réactivité pour pouvoir vous apporter un maximum d'informations. Donc, voilà, en gros, ce que je voulais vous dire. Je vais du coup remercier encore une fois Camille d'être là et je vous souhaite une bonne heure d'écoute. N'hésitez pas à utiliser encore une fois le chat et moi, je veille dessus pour pouvoir intervenir dans cette interview. Alors, Camille, tu es présente parmi nous aujourd'hui. C'est la première fois qu'on t'accueille sur le groupe Prof en Rédac, donc vraiment un grand merci à toi. J'aurais aimé qu'on commence ce temps d'échange par une présentation en fait, de toi, de ton parcours. Est-ce que tu peux, par exemple, nous expliquer comment et quand tu as découvert la rédaction web? Déjà, merci, pour l'invitation et pour répondre, directement dans le vif du sujet sur, ta question sur comment je suis venue, à la rédaction web, ça s'est fait en 2012, il me semble et tout simplement parce que mon conjoint était, développeur et consultant SEO en agence. Donc il avait déjà connaissance de ce métier, consistant effectivement à écrire, en tout cas à l'époque, encore beaucoup à simplement écrire et produire du contenu, essentiellement à destination SEO. Et donc du coup, je me suis essayée, j'ai fait un stage, ça m'a bien plu, parce que moi j'aimais bien l'idée de voilà, d'être payée pour écrire. Le fait est que j'ai pas pu rentrer en entreprise parce que, je n'avais pas d'études supérieures et en général, enfin en tout cas à l'époque, on était encore beaucoup sur des agences qui recrutaient, essentiellement des bac+3, bac+5 en communication générale, avec peut-être une application web, donc ce que je n'avais pas. Et donc j'ai monté mon entreprise tout simplement pour, voilà, pour bypasser ça. Et donc très rapidement, bon, j'ai eu des clients assez facilement. J'ai fait, comme tout le monde au début, j'ai fait de la plateforme. J'ai fait, vraiment du contenu, au kilomètre avec, voilà des mauvais paiements et cetera et jusqu'à ce que je craque en fait complètement, que je me dise: «C'est plus possible, je déteste faire ça, c'est pas rentable, c'est extrêmement, énergivore en fait intellectuellement». Ça en plus pour les personnes qui aiment écrire à côté, qui écrivent peut-être des histoires ou des poèmes ou peu importe, ça assèche aussi beaucoup, intellectuellement, la créativité. Donc vraiment je me suis retrouvée un peu au pied du mur à un moment donné à me dire: «Bon, qu'est-ce que je fais? Je balance tout, j'arrête tout et je fais, un tout autre métier ou je le fais autrement?» Et c'est là où j'ai commencé un peu à sortir des plateformes justement, pour commencer à exiger, d'avoir des clients qui payaient davantage avec des choses plus intéressantes, quoi. Mhm. Mhm. Voilà un peu mes débuts. D'accord, ok. Donc, ça remonte finalement à un bon moment. Et du coup, comment tu t'es formée
il n'existait peut-être pas trop de formation en rédaction web par rapport à aujourd'hui? Non, 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 ça n'existait pas. Et pour le coup, quand je suis rentrée dans l'agence en stage, parce que j'ai vraiment fait un stage de 3 semaines, je suis arrivée, la rédactrice qui était en charge m'a expliqué, mais texto, hein, voilà, il y a des mots qui sont très forts, qui sont lus par Google, donc elle m'explique vraiment les basiques du SEO textuel. Et puis, bah, tu as un nombre de mots qui t'est imposé, un sujet, et puis l'optimisation sémantique qui est demandée. Et puis, tu te débrouilles. Et pour le coup, c'était des contenus à destination d'annuaires. Donc, c'était ce qu'on appelait des communiqués de presse, même si le terme est totalement galvaudé. Et en fait, c'est des contenus qui sont à destination d'annuaires de sites ou de faux blogs, etc., dans le but de renvoyer, d'aller lire. En fait, c'est du netlinking, tout simplement. Mhm. Et donc, du coup, on s'en fichait un petit peu de la qualité. Et enfin, je veux dire, je pouvais envoyer tout et n'importe quoi. Donc, ma formation initiale, elle a duré 1 heure. D'accord. Et après, bah, c'est clairement sur le tas, quoi. Et tout ce que j'ai appris par la suite, ça a été totalement sur le tas. Ça a été en lisant, en discutant beaucoup avec les SEO. Parce qu'à l'origine, ouais, j'étais très, très spécialisée sur le référencement naturel. Donc, forcément, je me suis mise à lire un peu ce qu'ils faisaient, à les suivre aussi. Je me suis intéressée à, bah, au début, quand c'était sorti, au cocon sémantique. J'avais discuté avec Laurent, il m'avait fait bénéficier de sa formation. Donc, ça m'a permis de comprendre ce qu'était vraiment le cocon sémantique. Je m'étais Je intéressée au... t'interromps juste Vas-y. pour préciser aux écouteurs que tu parles de Laurent Bourrelli. Oui, pardon. Voilà. Je m'étais intéressée aussi aux métamos de Christian Méline, avec lesquels il y a justement une synergie comme ça et qui a été précurseur sur l'idée qu'il n'y avait pas seulement des mots-clés, il y avait aussi des mots qui pouvaient en débloquer et contextualiser, etc. Donc, enfin, d'ailleurs, c'est même plus ou moins la base de l'outil Your Text Guru quand on y pense, qui est un outil d'optimisation sémantique et qui va nous dire, voilà, aujourd'hui, comment est la SERP et quels sont les mots qu'on va renvoyer dedans. Et du coup, voilà. Donc, ça a été. En fait, je ne me suis pas cantonnée tout simplement au métier d'écriture. Je ne me suis pas dit, pour écrire, il suffit juste d'avoir un bon style et d'écrire. En fait, j'ai commencé à m'intéresser vraiment aux métiers qui étaient connexes et à pourquoi j'écrivais et quels étaient les objectifs en fait, d'écriture. Et c'est petit à petit, en fait, que du coup, la formation s'est faite et essentiellement au travers d'échanges et de lecture, en fait, finalement. Mhm. Ok, merci. Et du coup, quel genre de mission on t'a confié comme ça quand tu as débarqué dans cet univers? Quel type de texte tu as écrit? Qu'est-ce qu'on faisait à l'époque? Essentiellement, donc soit effectivement ce qu'on appelait les communiqués de presse, donc c'était vraiment du remplissage. Aujourd'hui, ça existe encore, sauf que ce sera davantage des articles. À l'époque, on faisait 200-300 mots. Maintenant, on est sur des articles entre 700 et 1500 mots en moyenne. Donc, c'était beaucoup de textes comme ça. Il y avait beaucoup, beaucoup de fiches produits. Mhm. Et à l'époque, on considérait que la fiche produit, elle avait juste besoin d'avoir les mots-clés. Donc, c'était vraiment gros pavé de texte et puis juste les mots-clés dedans. On réfléchissait pas du tout conception de la fiche produit. On n'avait pas du tout de notion de copywriting, pas de notion d'UX non plus et de conversion par l'UX. Vraiment, tout ça, ça n'existait pas. Donc, vraiment, les missions que j'avais, c'était littéralement du remplissage, quoi. Et j'ai fait aussi du Google News, Ok. qui est l'ancêtre, si j'ai bien suivi, de Google Discover. Mhm. Il y a eu une ruée vers l'or vers Google News. Et d'ailleurs, là, actuellement, il y a une ruée vers l'or Google Discover où bah, c'est de l'actualité brûlante. Et voilà, quoi. Mhm. Tu prenais une brève de l'AFP et puis tu déroulais ça, tu faisais l'intégration sur WordPress et voilà. Ok. Et tu aimais bien faire ça? C'était des missions qui te plaisaient, qui t'ont stimulé ou pas? Non. J'ai bien aimé la news parce que c'était marrant, ça changeait, ça variait beaucoup. En plus, comme c'était l'objectif, c'était vraiment pour un SEO qui en avait strictement rien à faire en fait, ni de la véracité des faits, ni de la qualité rédactionnelle. J'étais complètement libre en fait. Mhm. Donc, je pouvais faire de l'édito à loisir, je pouvais faire des dossiers assez intéressants. En plus, voilà, j'étais plutôt libre en fait dans mon ton. Et du coup, un peu comme pour le tribunal du net, parce que j'avais bossé aussi pour le tribunal du net. Et du coup, j'avais fait, voilà, il fallait que ce soit un peu cassant. Donc, c'était assez ludique. Par contre, c'était une productivité qui était tellement intense. Enfin, il y avait vraiment un petit côté Fordisme, l'automatisation en moins. Et que du coup, en fait, c'était totalement aliénant. Donc, au début, c'était marrant. Et en fait, à la longue, j'ai détesté ça.
Ouais, je comprends. Finalement, c'est un petit peu, enfin moi, ça me fait écho par rapport aux pratiques de rédaction web SEO qu'on voit aujourd'hui. Mm. On en a déjà parlé toutes les deux, mais je pense que c'est pas mal d'en parler aussi aujourd'hui pour celles qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent, parce que on voit aujourd'hui qu'il y a quand même encore beaucoup de commandes SEO pour du remplissage de sites, notamment pour pousser des sites principaux. On va carrément construire des blogs entiers finalement de contenus qui sont juste là pour booster le référencement et pas pour apporter du contenu de valeur aux gens. Donc finalement, tu as connu les prémices un peu de ce Mm. type de pratique et qui existe encore aujourd'hui et où le rédacteur, il est une petite main. Il n'a pas vraiment moyen de valoriser ses compétences en dehors de l'optimisation SEO d'un texte finalement, et où il va être obligé de produire au kilomètre pour des tarifs assez bas, Hein. et où il entre en concurrence en plus avec des rédacteurs offshore. Mm. Et euh, aujourd'hui, avec l'IA, et oui, avec l'intelligence artificielle, ouais, ouais, tout à fait. Tu veux en parler un peu de ça peut-être, justement? bah, je suis assez claire là-dessus, parce que c'est vrai que finalement, j'ai eu la chance de voir le métier évoluer. C'est-à-dire que quand je suis arrivée, la question des prix était une question qui était extrêmement taboue. Justement, ça a été d'ailleurs en grande partie mon positionnement à l'époque, un peu on va dire, de paladin défenseur comme ça du rédacteur et de l'orphelin. Mhm. Et du coup, il a été question vraiment d'aller militer pour une vraie valorisation des compétences, vraie valorisation des prix. Et à l'époque, on ne parlait pas vraiment de copywriter, on ne parlait pas de storyteller, parce que déjà, on ne parlait pas de storytelling du tout. C'est vraiment venu à la mode, enfin, j'en parlerai plus tard dans l'interview. Mais on ne parlait pas non plus de content manager, il n'y avait pas de notion de stratégie. En fait, tu l'as très bien dit, le rédacteur était une simple petite main. Et le fait est qu'aujourd'hui, c'est toujours un petit peu le cas, et l'IA est en train de reprendre cet aspect-là, ce qui fait que, bon, jusqu'ici, j'estime ne pas trop m'être trompée sur l'avenir de la rédaction web, et pareil, on pourra en reparler par rapport à mon parcours, mais je pense que d'ici 2 3 ans, grand maximum, le rédacteur web classique SEO tel qu'on le voyait n'existera plus. Et ce sera essentiellement généré par l'IA, parce qu'aujourd'hui, très sincèrement, les textes sont vraiment qualitatifs dans le sens où ils remplissent parfaitement le job du remplissage basique. Et bah, ça va beaucoup plus vite, ça coûte beaucoup moins cher. En tout cas, tant que Google ne mettra pas un holà sur la vérification des textes, ou que la loi ne mettra pas un holà aussi, parce que l'IA utilise des textes qui sont déjà existants, donc il se pose des questions de propriété intellectuelle. Donc tant que pour l'instant, il y a un flou par rapport à ça, ça va continuer, et je pense que les rédacteurs ont tout intérêt à apprendre à maîtriser l'IA, et à surtout valoriser non plus leurs compétences écriture, mais leurs compétences conception de pages, accompagnement de l'IA, etc., et conception stratégique. Je pense qu'aujourd'hui, ils vont passer définitivement du stade d'exécutant au stade de conseil. Hmm. Bah, c'est vrai qu'on arrive dans un contexte qui est de plus en plus concurrentiel, en fait. La masse de rédacteurs web a fortement augmenté. Moi, je l'ai vu en 4 ans d'activité, donc j'imagine que toi, avec tes années d'expérience, tu le constates aussi, qu'il y a vraiment cette forte concurrence et que du coup, pour se démarquer, eh ben, on va avoir besoin de se spécialiser. Et c'est vrai que la stratégie, moi, c'est un peu ce que j'essaye de transmettre aux membres du groupe quand je leur parle du content management, parce que finalement, c'est une manière d'être un peu le copilote Mm. d'un client, TPE, PME ou start-up, dans sa stratégie de web marketing, qui va mêler le marketing, mais aussi le SEO, et effectivement de piloter la création de contenu, mais pas forcément d'être dans la rédaction de l'ensemble des textes. Tout à Et fait. la délégation à des outils d'intelligence artificielle, elle est super importante. Ça fait partie des apprentissages. Je pense qu'aujourd'hui, tout rédacteur qui débute devrait se pencher en fait sur cette question finalement. Clairement. D'ailleurs, c'est quelque Et chose qu'on voit aussi dans le graphisme, puisqu'il y a beaucoup d'IA maintenant qui génèrent aussi des images. On a juste à donner des indications. mm, Et moi, je vais le mettre en place sur un de mes sites. Là, ça donne des résultats magnifiques. Donc, Et ça se retrouve aussi dans le développement. Il y a le no-code aussi, hein, c'est pareil, hein, GPT qui a sorti son chat, etc., et sa génération de texte, propose aussi une génération d'applications en no-code, quoi. Juste, tu utilises ta souris ou tes doigts sur ton téléphone et ça fonctionne. C'est... Mais ça ne veut pas dire que les choses vont disparaître. Enfin, et certains métiers vont disparaître, mais d'autres vont évoluer, en fait. C'est tout simplement, l'espèce d'inquiétude qu'il y a dans le monde de la rédaction web
à vouloir toujours mettre en avant en fait, la production de contenu de qualité quand aujourd'hui, finalement, c'est plutôt la réflexion qui devrait être mise en avant. Et en fait, on en revient finalement à des marketing purs. On se remet à considérer que le SEO est une stratégie d'acquisition. Et c'est factuellement une stratégie d'acquisition, donc c'est rattaché au marketing. Et du coup, on en revient à des méthodes. Je veux dire, quand on explique que il faut des contenus de qualité, quand Google fait une mise à jour sur le Google Helpful Content, où Mhm. justement il faut que ce soit des contenus qui soient utiles pour l'internaute, etc. En fait, c'est juste back to basics, quoi, c'est tout. Ouais. Donc, il faut voir ça comme une opportunité et se dire, OK, tous les contenus de merde qu'on avait jusqu'ici, qui étaient générés sur des plateformes, etc., maintenant, c'est l'IA qui va s'en charger. Aujourd'hui, je vais pouvoir apporter autre chose. Et enfin, vraiment, moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que les gens vont beaucoup plus s'éclater. Il y Mhm. a peu de personnes qui s'amusent à rédiger 12 000 mots par jour, quoi. Je l'ai fait et ça fait péter un plomb, quoi. Ouais. Oui, oui, il y a un épuisement après professionnel et je pense que les profs qui nous écoutent aujourd'hui sont déjà dans cette situation-là. Donc, le but, c'est de tirer son épingle du jeu par des compétences que l'IA n'a pas Mm. et qui vont donner beaucoup plus d'intérêt en fait au métier, donner envie de se lever le matin pour faire les choses parce que on n'est pas à l'usine, quoi. On ne sait pas ce dont on rêve. C'est Et bah, ça. du coup, ça nous fait entrer un peu dans le cœur du sujet parce que d'une certaine manière, j'imagine que quand tu t'es tourné vers le storytelling, c'était aussi une manière de mettre à distance ce type de quotidien et de pouvoir apporter une plus grande valeur à tes clients et toi de t'éclater dans ton job. Mm. Du coup, bah, comment ça s'est passé ta rencontre avec le storytelling? Bah, en fait, ça a été assez progressif. Naturellement, j'avais tendance à faire effectivement soit des textes qui étaient storytellés, donc c'est-à-dire avec une ordonnance narrative, donc soit dans la forme, c'est-à-dire que ça pouvait être carrément narré, soit tout simplement dans la structure. Parce que le storytelling, c'est pas que écrit, pour commencer, et c'est pas il était une fois, je vais vous raconter quelque chose, etc. Il y a des articles qui sont totalement informationnels qui peuvent relever du storytelling parce que la réflexion derrière a été narrative. Et donc, naturellement, en tant que rédactrice, j'ai commencé de plus en plus à m'orienter déjà quand je faisais du journal, je faisais ce qu'on appelait du new journaling, donc qui est une façon d'écrire des news qui a été inventée, enfin qui a émergé en 90 aux États-Unis, où justement on avait cette touche un petit peu dans le fin fond du Larzac, dans une petite société, voilà. Donc il y avait ce petit côté-là déjà de base, et ensuite je me suis naturellement orientée et spécialisée sur la page à propos en faisant énormément d'erreurs parce que au début, je suis rentrée vraiment dans l'idée qu'une page à propos, c'était forcément, il fallait raconter l'histoire du client, etc. Donc, j'ai eu 10 ans enfin, un peu moins de 10 ans pour le coup, d'évolution par rapport à ça. Donc, voilà, petit à petit, en fait, j'ai commencé à me renseigner. J'ai vu que, de manière générale, quand on faisait une publicité vidéo, parce que des fois, il y a des clients qui viennent vous voir pour faire des scripts vidéo, en fait, on rédige pas, on est totalement à nouveau dans la conception narrative. Et en fait, j'ai commencé à dézoomer petit à petit et à voir que le récit pouvait s'impliquer à peu près n'importe où. Il y a des gens aujourd'hui qui sont storytellers parce que ils donnent des conseils purement graphiques. Ça peut paraître bizarre, mais c'est leur orientation. Ça peut être des conseils en packaging, ça peut être, voilà, bon, c'est essentiellement, aujourd'hui, c'est quand même essentiellement autour de l'image de marque. Donc, quelle histoire, quelle chose elle va véhiculer de manière générale. Et le pivot s'est fait quand, déjà parce qu'effectivement, je m'ennuyais et que ça me passionnait absolument. Écrivant des histoires à côté, etc. C'était mon dada. J'avais envie de transmettre aussi ce que je découvrais, les analyses que je pouvais faire. Je faisais des études de cas à l'écrit, de plus en plus en fait. Mes articles sont passés d'articles pour dénoncer certaines choses dans le milieu de la rédaction web à des articles d'analyse de cas. J'ai commencé à lancer un podcast, donc il va falloir que je remette à jour. Mais pareil, pour expliquer des choses. En fait, il y avait vraiment ce côté faire tomber un petit peu la magie pour montrer comment le récit est utilisé. Et petit à petit, je me suis rendu compte que j'étais plus rédac, que c'était plus ce que je voulais faire. Donc vraiment, j'étais assez décidée. Et puis surtout, je vais être très très franche, c'était purement pragmatique. Le pivot, j'ai envisagé de le faire il y a... Alors mon fils a 3 ans et demi. Donc j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je le fasse il y a 4 ans parce que je voyais de plus en plus de difficultés à signer ou comment dire, je voyais qu'il y avait de plus en plus de rédacteurs qui venaient.
Donc, il y avait de plus en plus de rédacteurs, entre guillemets, basiques SEO, plus tous ceux qui étaient les anciens rédacteurs basiques SEO étaient montés en compétences et essayaient de proposer du conseil, etc. Et en fait, il y avait personne sur le storytelling au sens holistique. Il y avait des gens un petit peu qui disaient je suis storyteller, mais parce qu'ils font essentiellement du storytelling écrit. Mais il y avait personne en conseil vraiment sur de l'image de marque, ce genre de choses et tout. Et clairement, je ne vais pas dire que j'ai vu arriver ce qui est en train de se passer, mais j'étais persuadée que ça allait se passer comme ça, qu'on allait avoir trop de monde, que l'IA allait nous rattraper aussi et que les prix allaient se casser la gueule. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer d'ailleurs actuellement. Et du coup, je me suis dit, bah, stop, quoi. En fait, je vais changer de métier. Et du coup, il y a 2 ans, j'ai laissé tomber le rédacteur, parce qu'au départ, c'était rédacteur, storyteller, etc. Et j'ai laissé complètement tomber le rédacteur. Aujourd'hui, c'est storyteller, formatrice et coach, quoi. Enfin, consultante, quoi. Et basta. Ouais, c'est intéressant, effectivement. Moi, je t'ai connue à l'époque où tu as fait la bascule, en fait. Ouais. J'ai connu cette transition-là. Et du coup, bah, finalement, tu t'es pas formée au storytelling puisque ça n'existe pas. Ça n'existait pas des formations. Donc, c'est ton analyse des choses et puis tes propres connaissances qui t'ont permis de construire ta méthode de travail et ton approche. C'est ça. Ce qui donne aussi toute la légitimité à ce que tu proposes aujourd'hui aux autres, puisque finalement, tu as une approche unique Mm. qui n'est proposée par personne d'autre. Ça, on va en reparler. Bah, du coup, bon, j'avais prévu de te demander de nous définir le storytelling, mais je pense que tu nous as donné une super bonne définition déjà. Est-ce que, par exemple, tu pourrais nous dire quel type de prestation un peu concrètement, en fait, on te demande, voilà, je suis une entreprise, je te contacte, qu'est-ce que j'attends de toi exactement? Est-ce que tes clients déjà savent ce qu'ils attendent de toi ou est-ce que c'est toi qui vas devoir les aider à comprendre que c'est ce dont ils ont besoin? Comment ça se passe en fait pour Ça toi? dépend complètement des clients. Il y a des clients qui savent exactement. Il y a des clients qui pensent savoir, il y a des clients qui sont paumés. Il y a que en presta, pas en formation ou en coaching, enfin, pour apprendre le métier. Typiquement, il y a le client qui sait ce qu'il veut, il va venir me voir, il me dit bonjour, je veux une page à propos, vous êtes storyteller, je me dis que ça marche bien. En général, je vais lui dire, bah, d'accord, pas de problème. Est-ce que vous avez déjà tous vos éléments de marque qui ont été posés? Donc vos valeurs, votre why, donc la raison intrinsèque de la boîte, le message. Est-ce que vous savez quel type d'arc narratif vous allez incarner? Est-ce que vous allez être quelqu'un qui va défoncer les gens, qui va essayer de conquérir une place? Est-ce que vous allez être quelqu'un qui va aider d'autres personnes? Enfin voilà, en gros, quel est votre positionnement narratif? Votre UVP aussi, ça vient de là. Si la réponse est oui, bah, à ce moment-là, je vais proposer, du coup, je vais revoir tous ces éléments-là et puis je vais proposer bah, une construction de page, c'est-à-dire que je ne fais pas de l'écriture pure. Je vais proposer d'abord donc avec des wireframes, etc., donc des maquettes, tout simplement. On va faire une conception de page parce que la page à propos ne doit pas être déjà des gros pavés, j'aime pas ça et personne n'aime ça et tout le monde navigue sur téléphone, donc on a autre chose à faire que de lire 500 mots de moi, je, mon succès et ma gloire. Et donc, du coup, je propose un wireframe, etc., avec une ordonnance narrative, donc vraiment avec un petit peu le parcours que j'ai fait, les valeurs, etc. Et puis, pourquoi vos valeurs et mes valeurs rentrent en résonance, et du coup, pourquoi vous devez me faire confiance, parce que c'est à ça que ça sert. Et après, à ce moment-là, je peux remplir. Si, par contre, le client n'a absolument rien et qu'il arrive les mains dans les poches, à ce moment-là, je vais lui dire, écoutez, on va commencer par le début et on va poser toute votre identité de marque. Et ça, du coup, c'est vraiment très différent. Donc, la page à propos, c'est vrai que je t'avais dit que je donnerais des chiffres pour illustrer. Si c'est juste de la conception, la page à propos, en général, ça me prend une demi-journée. Donc, je facture ça à peu près 450 euros. Ok. Vraiment, si c'est sauf plus, ça dépend vraiment de comment c'est ordonné. Hors taxe. Là, si je dois partir directement en conception d'image de marque, etc., là, il va y avoir des ateliers, il va falloir qu'on discute avec les clients, il va falloir faire émerger toutes ces choses-là, il va falloir moi que je réfléchisse. Il y a vraiment des connexions que je dois faire, soit avec un cahier, soit, enfin bref. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Plus un livrable aussi derrière, parce que l'objectif, c'est pas juste de concevoir une page, c'est que derrière, il y a un livrable tout entier avec généralement bah, le storytelling de poser, la charte éditoriale, etc. Et là, à ce moment-là, c'est un travail qui va me demander mis bout à bout, en général, c'est 2 jours et demi, 3 jours.
selon la taille de l'entreprise. Si c'est des entreprises avec plusieurs interlocuteurs, c'est beaucoup plus long parce que Mhm. forcément, il y a les ateliers, il faut que je prenne plus d'interviews, il faut que tout le monde soit valide ensemble. Enfin, ça peut devenir ubuesque. Et ça, c'est une prestation que je vends aux alentours de 3 000 à 3 500 euros actuellement. Ok. Ensuite, il y a l'accompagnement basique, c'est-à-dire la personne n'a pas envie de faire tout ça, elle a juste une question. Voilà, aujourd'hui, je communique, je vois bien qu'il y a des petits soucis sur les réseaux. Bah, typiquement, j'ai eu un client qui est venu me voir et qui m'a dit, je quitte une grosse boîte dans le SEO, je vais monter mon agence solo. Je sais qu'il y a des gens qui vont critiquer, etc. Parce que, il y avait une grosse inquiétude en fait sur comment les gens allaient réagir, comment ils pouvaient gérer en fait les questions qui allaient se poser. Oui, est-ce que tu t'es mis en bisbille avec telle personne et tout. D'autant qu'il venait me voir parce qu'il avait un live en direct avec quelqu'un, donc il savait que ces questions-là allaient être posées. Et donc, Mhm. en fait, on a fait un coaching live en fait, pour faire émerger un peu donc, tout le travail que j'ai dit tout à l'heure de Brand Book, mais sans la version Brand Book, sans la version chart, juste la version coaching pour qu'il l'ait en tête. Et derrière, des pistes de réponses pour être tout simplement à l'aise, etc., quoi. Mhm. Ensuite, bah, il y a le script, la rédaction de scripts vidéo, de scripts voilà, pour les podcasts, etc. Il y a, alors, moi, en coaching, parce que c'est vrai que j'avais dit que je donnais tous les prix. En coaching, je suis à 150 euros de l'heure. Voilà. Et je pense que j'augmenterai mes prix très certainement fin juin. Donc voilà, pour donner. Parce qu'il faut toujours augmenter ses prix. Ça, c'est vraiment le gros conseil. Il faut tout le temps augmenter ses prix. Et en plus, on est en pleine inflation. Donc, augmentez vos prix aussi. Parce que vos prix, vos charges augmentent, tout augmente. Donc, à un moment donné, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre en général? Parfois, j'ai aussi de la rédaction. Là, j'ai un truc à faire. J'ai fait du livre blanc en conception. Donc, il y avait la rédaction, mais j'ai surtout fait la conception. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Comment ça va s'ordonner? Comment on va disposer les éléments? Quelles sont les couleurs qu'on va utiliser? Est-ce que c'est pertinent d'utiliser tel... À un moment donné, je leur ai fait changer, par exemple, des photos. Je leur ai dit, les photos, elles renvoient telle image, ça cadre pas avec l'image de marque. Donc, voilà, ça, c'est du conseil, en fait, pour le coup. Et là, justement, je dois bosser cet après-midi en urgence sur un client qui est un vieux client avec qui j'ai bossé en branding et qui lance son BNB et qui a besoin tout simplement que je présente en fait globalement l'immeuble, que j'en fasse quelque chose un peu classieux, que je le réincarne je l'ancre dans un terroir, et surtout que je fasse une promesse. Parce qu'en fait, c'est ça le storytelling, c'est que on vous dit tout le temps que c'est l'art de raconter des histoires. Moi, je dis toujours que c'est celui de vendre des histoires. Mais en fait, c'est essayer de tisser une promesse d'expérience avec le client, entre votre client et son client final. Et Mhm. c'est ça, parce que quand vous voyez une pub Chanel, par exemple, ou une voiture, et on vous dit pas, ouais, la voiture, elle tient super bien la route, elle va à tant de vitesse. Non, non, on voit la voiture dans les virages. Donc déjà, c'est pas dit, c'est montré. On voit que les poils se dressent, etc. On vous promet en fait de kiffer votre vie. Et c'est ça, en fait, en gros, le storytelling. Et du coup, bah, mon boulot à chaque fois, c'est d'essayer de trouver les moyens les plus rapides, tout simplement pour arriver à transmettre le message sans forcément dire texto, achète mon produit, tu vas voir, c'est trop bien. Oui, en fait, tu n'es pas dans la caractéristique, dans la description du tout du service ou du produit, mais tu vas jouer sur les émotions finalement et sur la projection que la Mm, personne, le prospect, va se faire mm, en utilisant ce produit ou ce service. tout à fait. Et du coup, toi, tu l'utilises, j'imagine, pour ton compte, pour ta propre entreprise, le storytelling. Comment tu gères ça pour ta propre entreprise, justement comment tu t'en sers? Alors, justement, si vous voulez regarder à l'heure actuelle, ma page à propos est à refaire et elle est moins pire que la première page à propos que j'ai fait sur Presenter, sur un autre site, que je garde justement comme preuve que c'est pas bien et pour me garder en tête, c'est pas bien, parce que je l'utilise en mauvais exemple dans les cours. Euh, mais justement, c'est assez intéressant, c'est que quand je suis arrivée dans la rédaction web, mon image de marque était celle d'un. J'avais un storytelling en fait de ce que j'appelle donc soit un peu le trickster, donc vraiment la personne qui va, un peu le voleur qui va essayer de casser les codes, etc. Et j'avais aussi un peu le storytelling de ce que j'appelle moi dans ma classification, le storytelling d'un paladin, c'est-à-dire que défense de la veuve et de l'orphelin. Donc en fait, il y avait des choses qui se passaient mal dans la rédaction, j'y allais, je donnais des noms, enfin j'avais pas peur de rentrer dans l'art, et du coup c'était très très conflictuel. Mon arc narratif c'était vraiment David contre Goliath.
Donc, j'avais une communication de manière générale qui était assez outrancière, qui était aussi là pour choquer parce que c'était mon orientation sur les réseaux sociaux. Déjà, j'étais sur Twitter, donc déjà, rien que le choix de Twitter est assez éclairant parce que voilà, on est sur un réseau social militant. Il y avait aussi sur Facebook, je participais beaucoup au groupe et soit je donnais effectivement des informations, soit je n'hésitais pas aussi à rentrer dans l'art des gens. Donc, c'était vraiment très, très opposition. Oui, moi, tu m'es Euh, rentrée dans l'art d'ailleurs quand j'ai c'est vrai? démarré. C'est pas vrai, pourquoi? Ben, parce que je me souviens que j'avais justement quelqu'un qui me faisait une commande et je me souviens plus très bien ce que c'était, puis j'avais jamais fait ça du tout. Et j'ai dit, mais vous n'avez pas des idées et tu m'avais dit, non, mais si tu sais pas faire de le vendre et tout, t'as qu'à le déléguer. Mais ça m'a beaucoup aidé. Tu avais carrément raison. J'ai envoyé bouler le client. Je lui ai dit, non, je sais pas faire ça. Moi, je vends pas ça. Voilà, à l'époque, je m'étais formée au SEO, donc je crois que c'était du naming en fait. Il voulait que je l'aide à trouver un nom pour son entreprise. Que je Et fais, donc, par exemple, typiquement comme un prestataire. Et c'est long en plus, le naming, hein. oui, C'est puis dur, hein. ouais, ouais, c'est dur. Moi, j'ai réussi à trouver le nom d'une cliente, enfin pour son entreprise en 4 ans, tu vois. Et puis le nom d'un groupe Facebook qui marche bien aussi. Mais c'est des intuitions, tu vois. Ouais. Bah, là, je m'étais retrouvée dans cette situation où j'ai vraiment fait ma naïve. J'ai demandé sur un groupe de rédacteurs, je crois que c'est celui de Véronique, et j'ai dit oui. Non. Vous avez des idées de noms et tout? Et tu m'avais dit, non, mais tu blagues ou quoi? Si tu me files 3000 balles, je te le fais. Bah, tu vois, par exemple, typiquement, ça, justement, c'est pas du tout une réponse que je donnerais aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, pour vous donner une idée, en fait, pour simplifier, à l'époque, je me prenais pour Luke Skywalker, quoi. J'y vais, je fonce, je perds ma main parce que j'ai pas fini ma formation et j'y vais dans le tas. Aujourd'hui, mon positionnement narratif est clairement celui d'un mentor, en fait. Mon but, c'est d'être une ressource, de permettre aux gens de comprendre les choses. Donc déjà, la pédagogie est forcément de mise. Donc, je me suis mise aussi sur LinkedIn. Sur Twitter, je fais plus du tout de communication politique parce que je suis très engagée. Enfin, je faisais beaucoup, beaucoup de communication politique. Maintenant, c'est terminé. Je fais beaucoup de threads explicatifs. En fait, je donne beaucoup de clés. Et ça, tu vois, c'est ça le storytelling. C'est quand tu vas à un moment donné te poser, tu vas te dire, OK, qu'est-ce que je suis intrinsèquement dans ma marque? Quel est mon objectif aussi? Comment je veux être dans 5 ans? Et du coup, quelle narration je vais mettre en place? Aujourd'hui, voilà, je veux être reconnue comme étant une des références dans le storytelling, avec un livre, avec le podcast, avec des formations, un mentor, à part la version asiatique façon Quentin Tarantino, du mec qui te met à terre et jusqu'à ce que tu saignes et c'est comme ça que tu apprends. Moi, c'est pas du tout l'image de mentor que j'ai envie d'avoir, mais du coup, ça oblige en fait à changer ta narration et aussi à ta communication. Donc voilà, c'est typiquement une application. J'en bafouille parce que je trouve ça tellement aberrant la façon dont je t'ai répondu. Je comprends en plus très bien pourquoi j'ai répondu ça. Ça me dit rien, mais je me souviens très très bien d'avoir vu tellement de gens sur les groupes poser des questions comme ça et au bout d'un moment, j'en avais tellement marre Mais tu as de, raison. de, Bah, en tout de cas, ça je peux que qu'inviter les personnes qui nous écoutent aujourd'hui ou sur le replay à aller justement te suivre sur LinkedIn parce que, bon, moi, franchement, je me connecte que pour toi parce que je n'apprécie pas spécialement LinkedIn. Donc, c'est j'aime chiant, hein. bien y aller, lire tes posts. Ils sont hyper intéressants, structurés. Ils donnent envie de. Alors, je ne joue pas toujours le jeu d'y participer parce que je sais que tu nous sollicites aussi en commentaire par manque de temps aussi, puis peut-être un peu de courage. Mais en tout cas, c'est vraiment, allez-y, suivez Camille sur LinkedIn, vous allez apprendre énormément de choses. Et puis, bien sûr, aussi te suivre sur tes sites. Enfin, il y a dans ton blog des choses à apprendre sur le storytelling. Faudrait que je Genre, le réactive mon blog, ouais. bon, après, on va revenir aussi sur les moyens que tu proposes pour apprendre, parce que les personnes qui sont là ne sont pas toutes, enfin, elles sont dans une démarche d'auto-formation et de formation pour changer de métier. Donc, Mm. je pense que c'est des infos qui vont les intéresser. Et justement, la dernière question que j'avais un peu prévue avant qu'on passe aux outils qu'on peut donner aujourd'hui à toutes ces personnes qui veulent se former au storytelling, je voulais revenir un peu sur la page à propos. Parce que tu disais justement, oui, pas de gros blocs, etc. Mais je sais qu'en tant que rédacteur web un peu lambda, quand on a comme commande, par exemple, la création d'un site vitrine,
généralement, la base, ça va être la page d'accueil, au moins une page service et la page à propos, la fameuse page Qui sommes-nous. Alors, quel conseil un peu pragmatique tu pourrais leur donner si demain, ils avaient un client qui attend d'eux finalement un service plutôt orienté SEO, donc référencement naturel, mais qui se retrouve avec cette demande particulière de la page à propos. Comment ils peuvent gérer ça? Pour le coup, en fait, je pense qu'il faut, en SEO, il faut se détendre un peu. C'est-à-dire que, toutes les pages ne sont pas obligatoirement, à référencer, déjà à référencer tout court ou à pousser sur le référencement. Il faut penser à un truc tout simple, c'est qu'en SEO, on considère que, la landing page au sens strict, donc page d'atterrissage, ça peut être du coup n'importe quelle page de votre site. Et en fait, est-ce que la page à propos, c'est nécessaire de la référencer? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce qu'elle peut, voilà, est-ce que ça a un intérêt? Est-ce qu'on peut pas justement, lui foutre un peu la paix et réinjecter, du temps, de l'énergie, de l'argent aussi, en netlinking et tout pour, baser sur, la page service, la page produit les pages produits, les pages accueil. Donc vraiment la page à propos, sauf si vous êtes en marque, en branding, donc en personal branding, ce qui est le cas de la plupart des auto-entrepreneurs. Voilà, là, je peux comprendre qu'on va essayer de poser les trucs. Par exemple, moi, de manière générale, j'essaye de me positionner sur, storyteller freelance, de façon générale. Après, c'est pas très important, je vais aller chercher, je vais utiliser voilà, je me stresse pas sur ma page à propos sur l'aspect, SEO. Ensuite, le truc le plus important, c'est que, les gens bon, faut être pragmatique. Pourquoi on va regarder la page à propos? C'est qu'en général, on veut savoir si on peut faire confiance, tout simplement, à la marque. Est-ce que ça vaut le coup, ou est-ce que c'est basé, est-ce que les valeurs sont en adéquation avec les miennes? Voilà. En soi, on n'a pas grand-chose à faire de l'histoire, très sincèrement. Je pense qu'aucun de vous n'a jamais lu la page à propos, par exemple, de Burger King, ou connaît, l'histoire de Burger King, et pourtant, elle est excellente, elle est très drôle. Pareil pour Innocent, je pense qu'on se pose pas ces questions-là. À chaque fois, ce qu'on va chercher, c'est vraiment savoir, voilà, est-ce qu'on peut faire confiance et surtout, un peu, est-ce qu'en consommant, en fait, en adhérant à cette marque, ça va changer ma vie et tout? Parce qu'aujourd'hui, on est sur une consommation qui est plus seulement, de produits, qui est aussi une consommation de valeurs. En fait, on a vraiment besoin de consommer en adéquation avec nos valeurs. Donc vraiment le conseil que je donne, c'est de faire la page à propos de manière alors bien sûr, vous pouvez raconter d'où vous venez, mais ne racontez pas tout, hein, c'est comme sur un CV, en fait. Racontez que ce qui est essentiel. Évitez l'écueil numéro il y a 2 écueils, hein, c'est le «Il était une fois» et le «Depuis mon enfance». Vous évitez, parce qu'en fait, les gens, ils achètent pas, votre rêve d'enfant. On s'en bat les reins de votre rêve d'enfant. Ils vont acheter, ce que vous leur apportez aujourd'hui en tant que professionnel et cetera. Donc à la limite, si vous voulez raconter peut-être une anecdote ou quelque chose de très important qui vous a amené, en fait, à vous dire: «Voilà ce que je peux apporter au client» et passer directement à ce que vous pouvez apporter au client, en fait. Et aujourd'hui, quand je conçois des pages à propos, systématiquement, je remets en perspective toujours les valeurs de la marque, les objectifs. Il peut y avoir des passages, très RSE où on va dire, ben voilà, c'est le cas par exemple avec Innocent, la marque Innocent, leur page à propos. Ils ont effectivement un graphique qui montre, tout ce qu'ils ont fait, mais ça représente, visuellement, ça doit représenter 10 de la page. Le reste, c'est, et voici notre engagement durable et voici, ce qu'on fait en termes de formation et cetera et en fait, tout ça, c'est, justement, c'est là pour montrer que c'est bon, tu peux acheter, moi je suis cool, je vais pas te faire une dissonance, émotionnelle, quoi. Donc voilà vraiment le gros conseil que je vous donne. Et oui, c'est vrai que tu as raison, je parlais du site vitrine en commande, mais pour les futurs sites de ces rédacteurs, c'est vraiment au cœur de la réflexion. Ouais. D'ailleurs, il va falloir que je bosse la mienne. Non, mais il va falloir que je rebosse la mienne aussi, donc Alors du coup, aujourd'hui, tu disais que tu te positionnes comme un mentor et puis tu as mis en place beaucoup de choses. Tu enseignes d'ailleurs en Master 2 à Lyon ouais. sur le storytelling et bon, les personnes qui sont là ne vont pas s'inscrire dans un énième master, je pense. Elles sont plus en recherche de formation pratique et puis professionnalisante. Du coup, toi, tu commences à proposer là un accompagnement. Est-ce que Ouais. tu veux nous en parler un petit peu? Ouais, là, j'ai commencé à monter,
je monte une formation de manière générale sur le storytelling, qui est vraiment destinée à comprendre. Donc on revoit vraiment le récit, parce qu'on ne peut pas y échapper, parce que le storytelling, c'est juste l'application du récit en marketing. Donc il faut vraiment repartir sur les bases et qu'est-ce qui fait un récit et qu'est-ce qui fait que ça fonctionne et pourquoi ça a de l'impact. Donc vraiment maîtriser ça et c'est une formation qui s'attache beaucoup à regarder les exemples, en fait, à regarder ce qui a été fait et comment le les marques s'en sont emparées, comment ça fonctionne. Avec, évidemment, bah, moi, un retour d'expérience, voilà, sur, des types, des exercices qu'on peut faire, comment on peut réfléchir, comment on peut faire des liens et cetera. Donc, l'objectif n'est pas, heu, dans la formation, que ce soit celle-ci ou la mini formation que je monte sur qui ce que j'appelle une masterclass sur la page à propos spécifiquement. Mmh. Heu, L'objectif n'est pas de dire aux gens, à la fin de la formation: «C'est bon, tu es opérationnel». C'est pas vrai. Et c'est pareil pour le bouquin, en fait. En fait, l'objectif, c'est de donner le maximum, et je fais pareil avec mes M2 d'ailleurs, pour le coup. Parce que c'est pas un je leur enseigne pas en storytelling, je leur enseigne en conception-rédaction, justement. D'accord. Donc je leur enseigne l'ancien métier et c'est impossible d'être opérationnel à la fin d'une, formation courte. Ce qui va faire que vous allez, pouvoir être à l'aise dans votre métier, vous allez pouvoir et cetera, c'est l'expérience. Il y a pas 36 solutions. Par Mmh. contre, ce qui est super important, je pense, c'est, d'avoir le bon spirit, la bonne approche, d'être en capacité de pouvoir repérer facilement les choses, où aller chercher, d'avoir quelques outils. Mmh. C'est pour ça que dans le bouquin, je donne pas d'exercices. Je donne quelques exemples. Oui, j'ai mis ma méthode de classification des marques, mais je cite aussi celle de Guillaume Lamarck, qui est un storyteller que je vous recommande aussi dont le livre est à lire, ou la méthode de Stéphane Durand, pareil, que je vous recommande aussi. Mais j'explique que, toutes ces choses-là, en fait, on les prend et puis après on c'est comme l'éducation, en fait, vous voyez ce que je veux dire? C'est, on les prend, ça nous fait des bases, ça nous permet de rentrer, de se poser les bonnes questions, d'avoir, les premiers outils qui nous permettent de commencer un peu à déblayer et après, bah, on se fait ses propres outils, ses propres méthodos, par la suite. Parce que la façon dont je fais du storytelling, c'est absolument pas la même que celle que enfin, j'ai un copain qui est storyteller, on fait pas du tout les mêmes métiers, on fait pas, enfin, c'est assez rare qu'on se retrouve à faire des prestations similaires, quoi. Mmh. Donc voilà comment j'enseigne et ce que j'essaye de transmettre essentiellement, c'est une assurance et c'est une solidité qui permettent, à un moment donné, si un client vient vous voir et vous dit: «Bonjour, j'ai du naming» et que vous en avez jamais fait, vous allez vous dire: «Attendez, le naming, qu'est-ce que c'est? C'est quand même essayer de trouver un nom en rapport avec, l'image de marque, donc on est quand même sur une narration, on va essayer de transmettre ça. OK, je suis solide sur mes acquis narratifs. OK, j'ai jamais fait de naming. Bon, je sais que, Camille m'a recommandé, d'aller, chercher telles et telles informations de manière générale pour une prestation, qui touche de près ou de loin, en fait, à l'image de marque. OK, bah, je vais commencer par là et puis après, bah, je vais prendre une feuille et back to basics, hein, je vais le faire et puis je vais faire les liens et puis je vais sortir 50 000 noms et puis en fait, le premier nom dont j'avais eu l'idée, en fait, c'était celui-là qui était le bon et beh, voilà, et ça, c'est un truc que je fais continuellement. Moi, même encore aujourd'hui, il y a des fois où un client vient me voir et va me dire un truc, je l'ai jamais fait, et puis je vais lui dire: «OK» et puis on va y aller. Mmh. Donc voilà. Oui, du coup, ça permet aussi, du coup, de prendre confiance, en fait. Ça que tu nous dis, Mmh, c'est ça donne toutes les bases, tout le savoir théorique, les outils, les critères d'analyse oui, d'une situation donnée et puis la confiance en soi pour, se sentir légitime. Parce qu'il y a ce fichu syndrome de l'imposteur qui nous guette toujours quand on démarre un nouveau métier et puis quand on réoriente son activité. Donc mmh, finalement, c'est cette promesse-là que tu formules à travers ta tout à formation. fait. Et du coup, le fameux bouquin, justement, ça serait intéressant que tu nous en parles un peu parce que bah, il sort bientôt et Mmh, il est en précommande, je crois, en plus, ouais. aux éditions Erol. Donc, j'avais mis le visuel et partagé ton post sur le groupe, donc je pense que les personnes l'ont vu. Mais qu'est-ce qu'elles vont trouver dans ce bouquin, justement, à quoi elles peuvent s'attendre? Et puis toi, quel objectif tu as fixé pour le lecteur qui sera tien? Beh, exactement ça justement. Ce livre, c'est pour ça que c'est la formation et le livre sont assez similaires dans l'esprit, en fait, et dans les éléments abordés. C'est juste que dans la formation, on va avoir des exemples en direct, on rentrera un peu plus dans le vif du sujet, alors que dans le livre, fatalement, je suis à l'écrit, je peux pas, même si je donne beaucoup d'exemples, et que je les décris,
c'est pas la même dynamique. On n'a pas, je vais pas vous montrer des pages web, par exemple, typiquement dans un bouquin, alors que dans une formation, je peux le faire. Je peux mettre en live et face cam, comme je vous ai dit sur Innocent, et cetera, je peux vous montrer des trucs, attirer votre attention et tout. Donc ce livre, c'est vraiment je l'ai pensé, pour être typiquement le bouquin dont j'aurais eu besoin quand je me suis dit: «Bon, j'aime bien le storytelling, j'aimerais bien faire des prestats, maintenant je cherche un peu de légitimité» et quand j'ai commencé à acheter pas mal de bouquins et cetera, c'est pour ça que je vous en ai cité 2. Je vais vous les montrer d'ailleurs. Hop, tac. Il y a celui-ci qui est celui de Guillaume Lamarre Mhm. et qui est excellent en termes d'approche, de spirit et enfin, je me retrouve complètement dans son approche et tout et j'ai eu l'occasion de pouvoir discuter avec lui et à un moment donné où justement j'ai eu ce fameux syndrome de l'imposteur, où je me suis dit: «Mais en fait, le brand book», parce que je l'ai développé toute seule, je m'étais dit: «C'est un outil», en fait, c'est un outil qui m'est venu naturellement et c'est par la suite, je vois que, Sébastien Durand, pardon, donc lui, Mhm. présente à la fin tout un brand book aussi, mais lui, il le fait une présentation complète, en fait. Et et puis ça avait déjà commencé à me dire: «OK, du coup, je suis dans la bonne direction». Puis après, j'ai eu l'opportunité de discuter avec Guillaume Lamarre et qui m'a confirmé qu'effectivement, la seule chose qui me manquait finalement, c'était les, 20 années d'expérience que lui, il avait. Mhm. Donc et qu'à un moment donné, il faut se lancer et donc du coup, ces livres, m'apportaient des choses, mais je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient pas forcément pas en tout cas, moi, j'aurais rajouté des choses supplémentaires. Mais surtout, je voulais vraiment donner, une vision globale, pas juste être sur le récit. Je voulais surtout montrer comment, être un peu plus, pédagogue, toujours avec cette histoire comme ça d'aller faire des études de cas et cetera et montrer comment toutes les marques peuvent l'utiliser. Je voulais sortir du mythe, du storytelling, qui est, rattaché au récit pur et dur. Je voulais montrer que justement on l'utilise en politique on l'utilise en politique depuis hyper longtemps. Je voulais vraiment expliquer tout ça avec, en fait, on a toute une progression comme ça où on repart du début, donc du récit et cetera. Petit à petit, on tombe, à fond sur du marketing au dernier chapitre où j'explique clairement les étapes pour concevoir un storytelling, comment moi je conçois et il me semble de mémoire, mais avant les remerciements, il me semble que ma conclusion, c'est quand même: «Maintenant que vous savez ça, vous pouvez jeter tout ce que je vous ai appris, en fait». C'est, vous le gardez de côté et puis quand vous êtes à l'aise, vous passez le bouquin à quelqu'un d'autre et c'était ça. L'idée, c'était d'un petit trousseau, pour les aventuriers. C'est un peu l'équipement de départ, voilà. Je voulais que ce soit un équipement de départ dans lequel, on peut quitter son petit village, tranquille et puis on fait ses propres premières armes et puis après, on se craft, enfin on se fabrique soi-même ses outils, quoi et c'est ça que vraiment que je voulais, donner dedans, en fait, au maximum. Mhm. Bah, j'espère que vous serez nombreux à le commander et à le lire. En tout cas, moi, c'est bon, ça, la précommande est faite et je me hâte vraiment de janvier pour pouvoir le lire. J'ai hâte de le J'ai pas recevoir lu aussi. les bouquins là dont tu parlais, mais du coup, je les lirai peut-être en complément. Mmh, Par contre, j'ai suivi ton podcast Les Héros mmh. et vraiment, je vous recommande leur écoute. C'est génial. En plus, Camille, elle a une voix posée, elle explique trop bien. Vous avez pu le voir là pendant. Et franchement, j'ai appris plein de choses. Donc après, je suis allée sur les sites de Coca, Amazon, machin, de toutes les marques dont tu parles. Ça m'a donné en fait une vision que j'avais pas du tout jusque-là. Et j'avais pas du tout cette grille d'analyse. Et puis en tant qu'ex-prof, et en plus, avec un parcours littéraire, il y a plein de choses en fait qui se sont réveillées. Où je me suis dit, mais évidemment, le récit, mais oui, les personnages, les archétypes, Mmh. tout ça m'a beaucoup parlé en fait, mais m'a permis de tout restructurer dans une visée marketing finalement, Mmh mh. de vente. Et franchement, c'était une expérience auditive absolument géniale. Donc, Waouh! je suis pressée de voir ce que ça donne en bouquin, mais je suis sûre que ça va être trépidant. Donc vraiment, notez bien à tous ces références parce que je pense que là, vous avez plein de clés en fait pour déjà vous auto-former, voir si ça vous plaît. De toute façon, rien que par curiosité intellectuelle, je pense que ce sera satisfaisant, même si après, vous ne le transformez pas au plan professionnel. C'est toujours intéressant, je trouve, d'apprendre de nouvelles choses et de partager finalement des compétences et des visions Mmh. du monde qui nous entoure.
surtout dans ce monde ultra commercialisé finalement. Et puis, bien sûr, ça va vous servir au moins pour votre propre entreprise, puisque vous aurez besoin de storyteller votre personne publique finalement. Donc, ce sera un gain énorme de temps, puisque Camille, elle a déjà déblayé le chemin pour vous. Donc, surtout, notez ces références et puis penchez-vous dessus, prenez le temps de lire tout ça. Et puis surtout, comme je vous le dis souvent, faites-vous confiance. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes quand même des profs ou des ex-profs et vous avez une capacité à apprendre de nouvelles choses qui est gigantesque, beaucoup plus que dans plein de boulots en fait. Et ça, c'est une valeur énorme sur le marché de l'emploi, mais aussi quand on crée sa propre boîte. Donc, que ce ne soit pas un frein, ne vous dites pas, mais moi, je suis que prof. Non, en fait, vous êtes prof, il n'y a pas le que. C'est déjà énorme parce que vous savez des choses, vous savez les transmettre, vous savez recevoir les apprentissages qu'on veut vous donner. Donc, vous avez tout, en fait, en main pour pouvoir vous emparer de quelque chose qui, aujourd'hui, vous paraît peut-être complexe, comme le storytelling, mais ou moi, quand je vous parle de content management, franchement, vous avez toutes les capacités et les compétences de base pour y arriver. Donc, il faut croire en vous et puis formuler ce projet de manière concrète. Voilà. Alors, du coup, comme il nous reste 5-10 minutes, je voulais vous proposer à ceux qui nous ont écoutés, là, les participants d'aujourd'hui, d'utiliser le chat pour pouvoir poser vos questions s'il en reste, si vous avez des points de détail à voir ou des questions un peu plus personnelles que vous souhaitez partager aujourd'hui. C'est le moment, n'hésitez pas à l'utiliser. Camille est encore avec nous un petit moment pour y répondre. Et puis, bien évidemment, vous pourrez la retrouver sur le groupe Prof en rédac. Et puis, comme je vous le disais, sur son LinkedIn, elle est dispo aussi pour partager avec vous ses connaissances, échanger, vous apporter d'autres infos et puis vous aider à évoluer. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Et puis sinon, après, ce sera trop tard parce qu'on va la libérer. Pour l'instant, je n'en vois pas apparaître. Non, moi non plus. Je pense que chaque personne a ici reçu pas mal d'enseignements et puis il faut un peu de temps pour digérer tout ça. Si, on a une question qui arrive. Tu la vois aussi, Camille? Ouais. Donc, quand Camille s'est dit « J'aimerais faire des prestations en storytelling, comment a-t-elle trouvé des clients ?» Je l'ai lu à voix haute pour le replay. Merci. Comment j'ai trouvé des clients? C'est une très bonne question, ça. C'est une très bonne question. J'essaie de me ressouvenir. Bon, déjà, j'avais déjà une image de marque. Donc, ça faisait donc j'avais déjà un rayonnement sur les réseaux, etc. Donc, les gens savaient qu'ils pouvaient venir me voir, au moins pour les pages à propos, etc. Ce qui s'est passé, il y a eu je crois que j'ai eu mon premier client officiellement en storytelling et ça a été le premier client pour lequel j'ai fait un brand book officiellement parce qu'à la base, le brand book, c'était pour une page à propos. Je m'étais dit: «Oh là là, il manque des éléments» et en fait, c'est comme ça, c'est en allant chercher les outils, du coup, j'ai créé l'outil, mais je ne l'avais pas facturé. Je crois que j'avais payé ça, j'avais fait ça, 500 balles, je crois, un truc comme ça. Et en fait, c'était un client qui avait tapé storyteller freelance parce qu'il avait lu un livre qui s'appelle Sapiens, que je vous recommande aussi d'ailleurs, qui expliquait que l'homme est un animal de récit, tout ça machin, et qui était convaincu qu'il avait besoin de storytelling pour sa boîte. Et je sais pas pourquoi, j'étais référencée sur Storyteller Freelance, mais vraiment probablement parce qu'il y avait personne à ce moment-là. D'ailleurs, j'ai dégringolé, il va falloir que je m'occupe de mon SEO parce que tout le monde est en train de se réveiller. Du coup, le mec est arrivé et en fait, petit à petit, j'ai commencé à communiquer, à dire tout simplement: «Voilà ce que j'ai fait avec un client, voilà ce que j'ai apporté». Du coup, il y a d'autres clients qui sont venus en disant: «Mais, ah ben en fait, ça m'intéresse aussi». Et puis j'ai commencé, toujours pareil, je faisais des threads, des machins, pareil des études de cas et tout. Et en fait, à chaque fois, c'est parce que je partageais des études de cas ou tout simplement mon positionnement, ce que je savais, que du coup, des gens sont venus en disant, «Ah ben en fait, j'ai envie de bosser ça avec toi». Et je crois que ouais, c'est en donnant que finalement j'ai reçu, tout Je simplement. crois que ça, ce que tu dis, c'est vrai en fait, quelle que soit la discipline ou la spécialisation que vous allez choisir. Il y a plusieurs axes pour trouver des clients et les premiers,
il va falloir travailler votre visibilité. Il faut que les gens sachent que vous existez et que c'est ce que vous proposez. Donc, ça va passer par votre place sur les réseaux sociaux, vos interventions. Ça va passer par les recommandations de vos anciens clients, mais aussi de vos partenaires. Si vous travaillez avec un développeur web ou une agence web, un graphiste, peu importe, quelqu'un qui est dans le web, c'est évident qu'une fois qu'il vous a identifié dans votre spécialité, bah, c'est vous qui va recommander à ses clients. Donc, vous allez petit à petit déjouer la grande question de la prospection à froid et qui est assez inefficace globalement, et faire jouer la recommandation. Moi, c'est comme ça que je trouve tous mes clients sur le SEO, par exemple. Donc, voilà, il faut vous dire que cette question-là, et les réponses qu'a apportées Camille sont totalement vraies pour tout, en fait. Pour répondre, c'était sur quel réseau social? Alors, j'ai obtenu un client via LinkedIn, et sinon tout le reste, en termes de réseaux sociaux, ça a toujours été Twitter. Tout le temps, tout le temps. Et c'était, oui, effectivement, pas mal de SEO, enfin de mecs qui venaient du milieu du SEO. Et puis, après, bah, comme tu l'as expliqué, le bouche à oreille, j'ai un collègue, qui est, consultant SEO, slash, marketing de manière générale. Il sait que, voilà, quand il a besoin, sur une mission générale où on va faire, toute une stratégie, en fait, d'acquisition générale sur le site, bah, il sait que sur, la partie SEA, il va aller contacter telle personne, la partie netlinking, il va aller contacter telle personne et forcément la partie, brand, bah, il va venir me voir aussi, quoi. Donc, au début, il y a vraiment un temps un petit peu difficile quand on se lance dans l'entreprise où, on donne, on donne, on donne et on se dit: «On va jamais y arriver» et puis au moment où ça se débloque, on se retrouve même avec, la crise de croissance, en fait, et Ouais. c'est là où il faut commencer à réfléchir voilà, c'est là où on rentre en mode entreprise. Ouais. Bah, justement, là, il y a une question au sujet de ce qu'on disait en début de live sur l'intelligence artificielle. Oui. Et effectivement, oui, c'est ça. C'est qu'il faut aussi trouver des moyens de déléguer finalement certaines tâches qui sont très chronophages. Et l'IA, elle est appropriée pour ça, Mmh. pour donner sa valeur à son temps de travail, en fait. Tout à fait. Et pour te répondre, Marion, en fait, alors le storytelling n'est pas une branche de la rédaction web. Vraiment, j'insiste parce que, le storytelling n'est pas que écrit. Vraiment, c'est un autre métier. Vous pouvez faire, vous spécialiser, vous pouvez dire: «Je suis rédacteur spécialisé en pages à propos». Par contre, des pages à propos, il y a pas 400 000 clients qui vont vous en demander. À un moment donné, ils vont pas la changer non plus tous les 4 matins. Donc c'est vraiment à distinguer. Je me suis orientée parce que j'avais, cette appétence-là et parce que finalement, la rédaction, ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait dans la rédaction, c'était la narration potentielle et en fait, c'est juste parce que je n'avais pas encore pris conscience que c'était ça qui m'intéressait et quand je m'en suis rendu compte, à ce moment-là, j'ai vraiment totalement switché. Mais pour répondre sur les possibilités, par rapport à l'IA, effectivement, il y a toute la partie conseil. Donc elle est conseillée sur la stratégie marketing. Il y a aussi la conseiller sur toute la stratégie, de conception-rédaction avec la stratégie éditoriale, conseiller sur quel type de réseaux sociaux utiliser, quel type de contenu. Vous pouvez aussi piloter des choses, encadrer des équipes, encadrer des IA aussi parce que l'IA, il lui faut un brief, hein, de toute façon à l'IA. Donc ça aussi, il y a la conception de page, ce que fait le concepteur-rédacteur au sens strict, c'est-à-dire de dire, bah, ici il y aura une image, ici il y aura, du texte, ici il y aura un call to action ou ici il y aura du déroulant, parce qu'on estime que le déroulant sera un peu plus ludique, que Google aime bien ça. Enfin voilà, en fait, il faut sortir le métier de rédacteur web au sens strict, où on est là pour taper au clavier, est voué à disparaître et en fait, pour moi, c'est un mort-vivant dans le sens où ça fait 2-3 ans facile qu'il est déjà mort. Parce que la plupart des rédacteurs ne font enfin, je connais aucun rédacteur qui fait que de la production, à savoir juste taper sur l'ordinateur. Tout le monde quasiment fait du conseil aujourd'hui. Et justement, je mets une petite alerte par rapport à ce que disait Marion dans sa question. Attention, on ne vous a pas dit que le SEO, il ne faut pas s'y former parce que c'est fini. Mmh. En fait, il va falloir justement maîtriser plus les enjeux du SEO, les grandes stratégies, les grandes techniques pour pouvoir déléguer la rédaction pure. Ce dont on parle, c'est la rédaction d'un article de blog à proprement parler. Mais il faut vraiment connaître le SEO, connaître les grands principes et puis avoir aussi sa propre patte parce que
Google, il est dans une démarche en fait il est dans une démarche où il valorise aussi l'aspect naturel des Oui, textes et authentique. Plus votre texte il va partir d'une vraie chose à dire avec l'empreinte de la marque qui sera là construite par le storyteller, plus le texte aura un impact fort sur le référencement du site. Donc, il ne faut pas négliger les compétences en SEO parce que vous allez devoir les piloter en fait. tout à fait. Voilà. Et j'ajoute, quand on fait, quand on conçoit une page, SEO, parce que j'en fais encore aujourd'hui, pas à titre individuel, mais enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il se trouve que voilà, ça m'arrive encore. J'ai donc un mot-clé, une page, on me dit: «Bah voilà, ça va être un article, le mot-clé, ça va être, je sais pas moi, mocassin à gland». Par exemple. Par Hem exemple. je n'ai pas si je n'ai pas la main sur le wireframe potentiel et où on me dit: «C'est juste un pavé de 1 700 mots», mon réflexe va être très simple, c'est-à-dire que je vais faire comme tout le monde et ce que fait exactement l'IA, hein, d'ailleurs. Je vais scraper, le web, c'est-à-dire que je vais, lire un petit peu tout ce qui se fait, un petit peu, donc je vais regarder essentiellement les premières positions parce que, Google est une prophétie autoréalisatrice, hein. Si c'est en première page, c'est que ça marche, donc du coup, il faut faire comme ça exactement comme la première page. Et puis, je vais réfléchir, je vais voir, est-ce qu'il peut, y avoir peut-être des formats, des peut-être ajouter des tableaux, ajouter des images, ajouter, des vidéos, réfléchir à peut-être, avoir des FAQ pour aller chercher, parce que je sais qu'aujourd'hui, juste faire un texte, ça fonctionne pas. Je sais que parce que je m'intéresse au SEO, que, aller faire, donc les PAA, c'est les people also ask, c'est quand vous tapez une requête sur votre truc, vous avez en dessous des trucs déroulants comme ça, avec des questions. Par exemple, le mocassin à gland, vous avez peut-être, prix d'un mocassin à gland, entretien d'un mocassin à gland. Est-ce que porter des mocassins à gland veut dire qu'on est débile? Enfin bon, c'est, j'ai un truc pour les gens qui portent des mocassins à gland. Voilà, il y a des questions comme ça. Comprendre. Hein? Non, je dis, on peut comprendre. Ah ouais, non, enfin, moi, en général, c'est les mecs dans la com qui portent les mocassins à gland avec chemise ouverte et je les déteste. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est des choses un peu comme ça que vous allez pouvoir apporter, en fait. C'est de dire, sur cette requête, par rapport à votre marque, est-ce que ce serait pas plus pertinent, de mettre un petit tuto vidéo, de voilà. Et ça, c'est du jus de cerveau que l'IA ne pourra jamais apporter et c'est ça que vous devez vendre aujourd'hui, quoi. Oui, c'est vraiment ce qu'on va appeler dans la gestion de contenu, dans le content management, c'est exactement ça. C'est-à-dire voir ce qui marche et voir ce qui n'a pas encore été fait. C'est-à-dire trouver des opportunités en fait de contenu. Ça, je ferai un live justement en janvier sur la question. Comment se positionner avec quelque chose qui est à la fois ressemblant et neuf. C'est super, c'est un enjeu de SEO super important. Bah, écoute, Camille, franchement, je te remercie énormément pour ce temps que tu nous as dédié et puis tous ces conseils et cette vision que tu nous as transmis. Je pense que les gens aujourd'hui ont dû beaucoup apprendre. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris et pourtant, Dieu sait que je t'ai lu et qu'on a Et échangé. qu'on discute, ouais. Donc, franchement, merci infiniment. Et j'invite du coup toutes les personnes à parler de Prof en rédac, des lives qui s'y font, à faire la promotion aussi de ce que fait Camille, à la rejoindre sur les réseaux. Ne pas hésiter voilà, à participer activement, donner de la visibilité justement à ce qu'on propose parce que ça peut servir à d'autres. Et puis, ça nous motivera aussi à continuer d'apporter de la valeur. L'engagement sous nos postes et nos propositions, c'est aussi c'est notre moteur en fait. Donc voilà, on compte sur vous pour vous mobiliser. Et puis, je vous remercie, vous, les participants qui vous êtes mobilisés aujourd'hui, sûrement entre deux cours avec un sandwich froid à la main alors que vous avez des classes à 19 degrés. Merci aussi pour votre engagement, votre motivation. Et puis, je vous retrouve avec plaisir sur le groupe comme à chaque fois. Merci à vous, merci Marion. Je t'en Manon. prie, mais c'est Manon. Manon, je sais pas pourquoi, je suis désolée, je te confonds. Je dis tout le temps Marion, Manon. Parce qu'il y a une Marion qui est intervenue, très pertinente. Voilà. Ah, ben voilà, c'est pour ça. Merci encore. Merci à tous et bonne journée. À bientôt. À bientôt.